Salut les fruits addicts. Salut les fruits addicts. Alors on vous retrouve pour les réponses à la foire aux questions qu'on vous a proposées dans un petit short et sur notre page Facebook la semaine dernière. On va essayer de pas être trop long parce que c'est des formats qui ne plaisent pas. Ouais. Alors première chose déjà, on a été surpris de ne pas avoir plus d'abonnés. Donc on vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la petite cloche. Carrément. Et puis et comme ça vous serez informés de toutes nos vidéos. Alors on commence. Alors une question de Cédric. La culture du mangoustan avait été abordée lors de la précédente foire aux questions et les techniques de reproduction étaient en phase de test. Aujourd'hui, avez-vous une technique qui permet un gain de temps sur la fructification? Et si oui, comment est-elle pratiquée? Alors donc on a essayé en effet de greffer, parce que la seule technique qui permet de gagner un petit peu de temps, c'est la greffe. Parce que bon, tout ce qui est marcotage, bouturage, ça fonctionne pas. Compliqué, on n'y arrive pas en tout cas. Non, mais ça fonctionne pas vraiment. Donc il ne reste que la greffe. Alors nous, on a essayé de greffer, mais le souci, c'est qu'on n'a pas accès ici facilement à des porte-greffes de mangoustan, tout simplement. Donc on a essayé de greffer ça sur d'autres garcinia, notamment sur Xanthochimus, le Cambodge. Ça, on a des greffes qui ont pris, mais on s'aperçoit que c'est quand même, pour moi, il y a un souci de compatibilité. Alors, quand même. Moi, j'ai un autre truc. Les greffes, on en avait qui avaient prises. Et j'avais dit à Nono et à Vincent, on n'enlève pas le cache au moins avant 5 à 6 mois. Mais c'est pas que ça. Ça avait repris. C'était vert, il y avait même des feuilles qui poussaient. Ils ont enlevé et du coup, c'est décédé. Donc, je pense que quand on voit les vidéos en Asie, quand ils font tout ce qui est greffage, ils le laissent super longtemps dans des trucs. Le climat n'est pas adapté, on a des coups froids. Non, c'est pas ça. On a fait ça pendant l'été, ça allait là au niveau température et tout, c'est pas ça le souci. Non, nous ici en Asie, comme tu dis, ils greffent mangoustan sur mangoustan. Oui. Voilà. Mais ils les laissent très longtemps. Nous ici, alors après c'est très long quand même. C'est sûr que ce ne sont pas des, pas des greffes à un mois. C'est pas des greffes d'annonacée par exemple. Mais bon voilà, donc nous la difficulté qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas accès à assez de à des porte-greffes de mangoustan. Il y a quelques arbres ici en Nouvelle-Calédonie qui fructifient, mais faut-il y avoir encore accès. Et puis c'est long. C'est très long, entre le semis et puis un arbre, un pied qui peut être vraiment agreffé, c'est moins 3-4 ans. Ça reste long. Après voilà, il faut faut pas se faire d'illusions. Même un mangoustan greffé, il faudra quand même 6-7 ans. Si le climat est bien. À condition bien sûr que l'environnement s'y prête, il faudra 6-7 ans avant d'avoir les premières fructifications. Voilà, donc ça reste quand même une espèce, comme toutes les garcinia, il faut être patient. Eric Bouvet. Voilà. Allez-vous reprendre le marché du samedi matin? Alors, compte tenu des événements qui touchent la Calédonie depuis maintenant, c'est la 10e semaine. Nous, on est dans une enclave en fait où on est très bloqué. On est à la coulée, au Mont d'Or, sud. Donc malheureusement, le samedi matin, pour le moment, on ne l'envisage pas. S'il y a une réouverture de la route de Saint-Louis, why not, mais ça va être quand même très compliqué. Donc je pense qu'on va se retourner certainement à partir de novembre sur un marché plutôt sur Nouméa. Donc on vous tiendra un peu plus informé, mais ça va être très corrélé à tout un tas de choix, tout un tas de décisions politiques, économiques. Et voilà, s'il y a encore un marché faisable. C'est compliqué de se projeter actuellement. Très compliqué de se projeter, vu la situation. On n'arrive pas à avoir de visibilité ni de projection. En tout cas, nous ici, en étant situés là où on est, là, donc la coulée, là, on est quand même ici vraiment dans on est bloqué. Oui, on est bloqué. On est quand même bloqué. Donc pour l'instant. C'est surtout que voilà, ça part pour les clients de Mont d'Or Sud pour l'instant. Bon, allez, on passe. Compliqué. Alors, rayon vert. Est-ce que si je cueille ma barbadine verte, elle va mûrir avec le temps? Climactérique, t'as bien retenu rayon vert. Ouais, mais il faut pas non plus la cueillir trop verte quand même. Hein. Je crois que justement là, voilà, on a là. Ça, c'est une. Donc barbadine. Enfin, c'est C'est une petite erreur de dire barbadine. Hein, attention. C'est de la Passiflora alata ou vaca. C'est la barbadine, c'est encore une autre espèce. Donc oui, c'est climactérique, mais c'est quand même bien de les cueillir quand elles sont. Voilà. Donc on les cueille en fait quand elles commencent à passer au vert jaunâtre.
Et voilà, à ce stade-là, on peut commencer à les cueillir. Avant, c'est compliqué parce que ça va être moins bon. Ça ne sera pas sucré. Et puis même si c'est trop vert, ça ne mûrira pas. Il faudra quand même qu'il y ait déjà ce process de maturation qui soit enclenché. Mais voilà. C'est climactérique. Mais sinon, c'est climactérique. Si on les laisse là comme ça, voilà, elle est mûre. Hein. Ouais, celle-là, elle est mûre, mais elle va devenir encore plus orange si on la laisse dans quelques jours. Ok, quel était le fruit derrière nous pour le petit spot? C'était du Sochang, qui est en pleine fructification et qui est un petit peu précoce. Cette année j'ai l'impression qu'ils vont être un petit peu en avance. D'habitude, ça arrive en septembre, mais là, ils sont partis pour être mûrs au mois d'août. Oui, je pense aussi. Alors, Audrey, comment greffer ou marcoter plusieurs espèces de fruits sur un même pied, comme par exemple avoir un pied et avoir du 4 saisons, du citron caviar et du combava sur ce même pied, et quelles sont les règles à respecter et comment s'y prendre? Ouais, donc ça c'est vrai que c'est les greffes multiples, hein, ça existe, ça se fait. Certains, on fait ça en fait pour la raison principale, c'est qu'on n'a pas assez de place. Pour les petits jardins. Voilà, pour les petits jardins. Mais ça se fait. Ça se fait. Par contre, il faudra quand même choisir un porte-greffe déjà d'une certaine taille pour qu'il puisse accepter qu'il y ait déjà certaines charpentières de former, limite, parce qu'il faudra pouvoir... il faut de la place, quoi. Il faut de la place pour pouvoir fixer là, tous les greffons. Je sais qu'il y a des records. Records. Ça doit être assez délirant. Ouais. Je crois qu'il y a un Américain qui a réussi à greffer 81 variétés. Si. Alors, après, c'est pas sur un porte-greffe. Je pense qu'il a fait ça sur sur des branches. Ça doit être assez délirant. Sur un plan, voilà. Alors après, ça a quand même l'avantage, c'est que donc sur un plan sur un arbre, on pourra avoir mandarine, orange. Nous, on a déjà d'ailleurs. Oui. On a un mais il ne fructifie pas encore. Hein. Pas encore, mais le seul souci de ces multigreffes là, c'est qu'il va y avoir quand même des variétés qui vont être plus vigoureuses que d'autres, des greffons qui vont être plus vigoureux que d'autres. Donc il y aura quand même prendre le dessus. Ouais, il risque d'avoir un peu de mortalité à terme, c'est-à-dire il y aura peut-être par exemple une variété d'orange qui prendra le dessus sur une variété de mandarine ou vice versa, et donc l'arbre à un moment donné sera déséquilibré. Oui, puis alors dans ce cas-là, il faudrait aller que sur du citron, du citrus sur un arbre, puisque il y a le porte-greffe qui va acidifier aussi. Si on veut des choses plus douces, faudra... Mais bon, après c'est faisable, ça se fait. Je pense qu'avec l'intérêt, tu vois, je vois ça comme ça. Moi, par exemple, on peut faire un multigreffe, mais d'une même espèce, par exemple. Tu vois, par avec exemple plusieurs mandarines. Voilà, donc on peut mettre précoce, saison et tardif. Oui. Donc on peut mettre avec trois greffons. On peut avoir un mandarinier ou un oranger qui va fructifier comme ça sur une période plus longue. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que c'est sympa, hein, et ça se fait sans problème. Donc Inos 136, prévoyez-vous un point de vente des fruitiers dans le Nord? Non. Non. Pas pour l'instant. Soyons très honnêtes. Non, mais on a déjà du mal. C'est compliqué ici de développer l'activité. Ouais. Un point de vente, ça signifierait d'avoir quelqu'un en relais là-bas. Pour le moment, c'est toujours pareil, hein, contextuellement. C'est compliqué de se projeter là-dessus. Compliqué. Le dépôt-vente, on ne veut pas faire parce que c'est du vivant et que c'est toujours délicat à gérer. Et je trouve que, voilà, et puis on apporte quand même une expertise quand les gens viennent nous voir qui est du conseil. Ouais. Donc par contre, n'hésitez pas, si vous êtes dans le Nord, à faire des commandes dès que les routes seront réouvertes à venir. Voilà, nous on peut avancer un petit peu aussi sur la route dès que ce sera aussi possible, mais qu'on se rejoigne sur un plan sur Nouméa ou ailleurs pour vous permettre de vous livrer les fruitiers. Pour l'instant, non. Pas non, on avait prévu de participer aux foires et puis Koumak aussi. On avait envisagé de faire Koumak. Mais bon, là, voilà, vu les événements, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ça s'est remis en question. Et malheureusement, non. Pour l'instant, on n'a pas de dépôt-vente sur les fruitiers dans le Nord. Hendaye. Concernant le semis Danone et de Chérimoya, j'ai vu que vous placiez plein de graines dans un gros pot quand on avait fait, tu sais, la vidéo sur la pépinière, la nurserie. D'accord, ouais. J'ai fait de même pour mes chérimoles et j'en ai une centaine qui sont sortis il y a quelques mois et qui font déjà 15 cm. Hendaye est en métropole. Quand puis-je les séparer individuellement? Après qu'ils aient un an? Pendant le repos végétatif?
15 cm dans un grand pot, il faut que tu les sépares. Ouais, je pense que c'est le moment là. Il ne faut pas non plus trop attendre parce que sinon après on peut avoir, selon la profondeur du pot, on peut avoir du chignonnage, tout ça. Il faut faire quand même assez attention. En général, voilà, quand ça fait déjà 15 cm, ça fait une main, on peut y aller. Hein. Ouais, là, sans problème. Tu peux repiquer là. Donc, est-ce que après qu'ils aient un an, non, n'attends pas. C'est plus au niveau de la taille. Nous, on le fait parce qu'on a beaucoup de multiplication de semis. Si tu le fais toi pour toi, tu peux tout de suite repiquer et puis le faire. Nous, c'est parce qu'on a un manque de place. Non, et puis l'autre intérêt aussi de faire ça comme ça dans ces pots-là, c'est que ça permet quand même justement de pouvoir les laisser un certain temps. Parce que quand on a ça en godet, il y a un timing après derrière. Et puis même au niveau arrosage, tout ça, il ne faut pas se rater sur des godets. Alors que là, c'est vrai que dans ces gros pots, ça permet un petit peu de laxisme. D'avoir un peu de temps. Donc voilà, donc nous on a fait ce choix-là, en sachant que voilà, on a accès à une quantité de graines, donc on n'est pas à 10, 15, 20 graines près. Et puis voilà, et puis ça nous permet comme ça, on n'est pas à 15 jours près pour repiquer ces jeunes plants. Pendant le repos végétatif? À ce stade-là, ça se verra pas. Non, à ce stade-là, ça se verra pas. Faut attendre au moins un an, non, il faut faire ça dès que ça a une certaine taille, éviter justement après que le système racinaire, tout ça, ça commence à chignonner. Parce que sans dans un sinon, pot, après, ça va bloquer la croissance des semis et vous allez perdre du temps, quoi. Voilà. Ok. Ludovic Caro, je voulais savoir s'il faut ou pas tailler le plaque minier en verre. Alors le plaque minier, bon, ça fait partie. Donc le kaki, hein. Ça fait partie de mes grands regrets ici, pour l'instant en tout cas. J'ai pas réussi à faire. Petite déception. On n'a pas réussi. J'ai pas réussi encore ici à avoir accès à du choix varié. Comment on dit ça, variétal. Ouais, mais même du choix, tout simplement. Oui, c'est très compliqué. Il y a très peu de plaques miniers ici en Nouvelle-Calédonie. J'ai réussi à faire germer. Il y a 4 ans, on avait réussi. J'ai réussi à faire germer. Donc, on a un peu d'importation de kaki ici, hein, qui vient de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. C'est du fouillou, principalement. Dans ces fruits qui ne sont pas censés avoir de graines, de temps en temps, on a quelques graines. Donc, j'ai réussi à faire germer 3-4 graines, mais bon, c'est des plants qui se développent quand même difficilement. Voilà, Arbofruit à une époque avait... De quoi? La question. Oui, non, mais je situe un peu le contexte. Pour quelqu'un en métropole, donc non, mais voilà. Donc nous, ici, on n'a pas vraiment une grande expérience par rapport à ça. Je dirais qu'a priori, ça se taille. Comme c'est un, comment dire, c'est ouais, mais c'est caduc, c'est-à-dire qu'il y a une période en effet de repos comme les anonacées, tout ça. Donc oui, on va tailler ça. Je pense qu'en automne ça va fructifier. En Europe, ça va fructifier plutôt en automne, donc on va plutôt tailler ça l'hiver. Vous allez tailler ça l'hiver, et donc voilà, après la fructification, pendant la période du repos végétatif. Après en verre, dans l'absolu, je dirais pourquoi pas, mais ça va être plutôt une taille de formation. Rattraper peut-être. Et ce serait à quel moment du coup? Après ça va être au début de la reprise végétative. Ok, donc plutôt printemps pour ouais, mais normalement toutes ces espèces où il y a un repos végétatif, où il y a une caducité, on taille ça quand c'est en dormance, quoi. Voilà. Okay. Super Bee Bowerbird. Tu as vu mon accent? Waouh! Incroyable. Comment arrivez-vous à vous procurer des variétés australiennes, sachant qu'ils ont beaucoup de restrictions? Et est-ce qu'on a des pépinières de référence à conseiller en Australie? Oui, alors les variétés australiennes, oui, bien sûr, les Australiens, ils ont fait un gros travail de sélection, de multiplication. Donc, bien sûr qu'en Australie, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez notamment, comment elle s'appelle, Dalley's Nursery, du côté de Byron Bay. Là, c'est une pépinière qui propose beaucoup de pépinières fruitières, hein, qui est spécialisée en plus dans le fruitier, tropical, subtropical, tempéré. Ils ont développé notamment tout un tas de variétés dites low chill, c'est-à-dire ils ont des pommes et tout ça qui ne nécessitent pas de gelée. Voilà, des fruits à noyaux qui nécessitent plus maintenant de grosses périodes de gros chocs thermiques, quoi. Voilà. Donc oui, ils ont tout ce qu'il faut en Australie. Nous ici, pour faire venir ça, c'est hyper compliqué. Alors c'était hyper compliqué. Demain, je sais pas comment la Calédonie va évoluer, ce que ça va devenir.
Mais bon, les quelques variétés qu'on a, franchement, on les a récupérées dans des jardins de gens qui avaient ramené des graines progressivement sur les années. Les quelques variétés qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie, ça a été introduit comme ça, principalement par graines. Donc, dans des particuliers qui ont ça dans les jardins. Donc, c'est très très compliqué, quoi. Donc en pépinière de référence, Dalaise. Pépinière de référence, il y a Christopher maintenant. Il y a Dalaise, il y a notre ami Christopher. Alors je sais pas comment il s'appelle, je me souviens plus sa pépinière. Je sais plus, mais on pourra le mettre en lien dessous. Voilà, et puis sinon après, bon, il y en a une multitude, hein, c'est pas un souci. En Australie, vous tapez, si vous allez sur Google, vous allez trouver. Mais pour avoir visité, je recommande vraiment Dalaise Nursery, qui reste la référence en matière de fruitiers et de fruitiers de diversification. Okay. Voilà. Zenza Diesel, ôtez la Réunion, Zenza. Est-ce qu'on aurait des ouvrages de référence pour se lancer ou pour acquérir de la compétence dans la fructification, l'arboriculture? J'ai envie de dire des ouvrages concernant les livres sur les arbres fruitiers, il y en a quand même pas mal, mais ça va concerner principalement les espèces tempérées. Vous allez trouver une multitude d'ouvrages sur les fruitiers qu'on va retrouver en Europe et en France particulièrement. Voilà. Concernant les ouvrages qui vont traiter de cette arboriculture de diversification de ces fruitiers tropicaux et subtropicaux, là, il y en a vraiment pas beaucoup. En français, en français. Il y a Fruits tropicaux de Fabrice et je sais plus comment c'était, Le Bellec, je crois. Voilà, ils ont fait cet ouvrage qui est pas mal. Il y a aussi tout ce qui est... les plantes caribéennes. Il y avait ces plantes caribéennes là, qui traitaient beaucoup. Ils ont trois tomes. Voilà. C'est assez intéressant. Il y a 2, 3, 4, 5 ouvrages, mais il n'y a vraiment pas grand-chose en français qui traite de ces fruitiers tropicaux et subtropicaux. Voilà. Après, vous allez trouver... Et pareil, même en anglais. Il y a Fritas do Brasil qu'on cherche à tout prix. Si quelqu'un le trouve, Fritas do Brasil, c'est une encyclopédie comme ça du fruit tropical au Brésil. Difficile à trouver. J'ai envie de dire que cette littérature là concernant les fruitiers tropicaux et subtropicaux, elle est assez pauvre. Par contre, vous allez trouver plus d'informations sur Internet, soit sur des sites. Oui, vous avez par exemple notamment ce forum de discussion, la Tropical Fruit Discussion, où il y a beaucoup d'informations. Il y a d'ailleurs comment on appelle ça, une bibliothèque en ligne là, où ils partagent pas mal de PDF et tout ça. Donc voilà, c'est plutôt sur Internet où vous allez trouver de l'info. Des chaînes aussi YouTube maintenant qui se sont qui sont créées, où il y a pas mal d'infos qui est partagée. Voilà. Mais en termes d'ouvrages en français sur les fruitiers tropicaux et subtropicaux, il n'y en a pas beaucoup. C'est Fabrice et Valérie Le Bellec. Voilà, c'est ça, c'est les auteurs. Voilà, je me souviens. En tout cas, voilà, pour moi, ces arbres fruitiers tropicaux francophones. Mais bon, voilà, pour moi, c'est le seul ouvrage vraiment en français qui traite de ces fruitiers avec je crois qu'il y a plus de 200 références. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, nous, on avance doucement sur le livre. Oui, alors, par contre, voilà. Voilà, très honnêtement, là, le coup qu'on vient de se prendre avec les événements en Calédonie, ça nous a mis un petit coup de frein sur beaucoup de choses, psychologiquement, économiquement. Et puis comme on disait sur les perspectives, donc c'est vrai qu'on a mis un peu ça en stand-by, on a eu du mal à décoller de la stupéfaction. On s'est pris un coup de massue, là on se relève là, mais difficilement, et puis on se pose quand même pas mal de questions quant à l'avenir, notre avenir ici en Nouvelle-Calédonie, notre projet, tout ça, on a quand même beaucoup de questionnements. Ok, alors si aujourd'hui vous deviez choisir 3 fruits à cultiver. Alors, compliqué comme question, parce que il y a deux possibilités. Soit on va faire des choix par rapport à une rentabilité, par rapport à une... Voilà, ou si on fait des choix par rapport à son goût, à ce qu'on aime vraiment comme fruit. Alors moi, si je devais choisir par rapport à ce que j'aime, je cultiverais du mangoustan, je cultiverai de la cerise et je cultiverai un autre fruit comme Cherry Moll par exemple. C'est vrai que tu aimes bien les ananes. Voilà. Alors moi perso ce serait plutôt Biriba, donc une anone aussi, Ramboutan. Parce que c'est quand même un fruit dans lequel je ne me suis pas lassée quand on était en Thaïlande l'année dernière. Autant le mangoustan, à un moment,
je saturais, autant le ramboutan, pas du tout. Ça a ce goût de raisin. Je trouve qu'on retrouve le goût de raisin. C'est hyper rafraîchissant. Donc, biriba, ramboutan, et je crois que j'irai sur de la pêche. Parce que la pêche, c'est quand même un très très bon fruit. Ah, mais il y en a tellement, Alors après, si on... Alors ensuite, c'est la seconde question. Ah, c'est la seconde question. Alors, des conseils pour commencer un verger tropical, les cultures qui marchent en association rentabilité sur une surface minimale, tout ça à La Réunion. Alors moi, je donne mon point de vue, mon regard sur l'association rentabilité sur une petite surface. Déjà, tu aurais deux types de projections à faire. Une première avec une fructification avec des fruitiers qui vont aller assez rapidement et une autre où il y aura une temporalité plus longue. Donc sur les fruitiers qui vont aller rapidement, la pomme Yann, c'est une super renta. Ça va très vite. La pomme Yann, fruit de la passion, hein, pardon. Ça va très vite, ça se cultive bien à La Réunion avec la terre riche. Alors tout dépend si tu es dans les hauts, si tu es dans les bas, si tu es sur les plateaux ou autres. Donc pomme Yann, vanille, bon après le problème c'est qu'à La Réunion c'est la terre de la vanille. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de vanilleraie. Mais bon, la valeur ajoutée est intéressante. Du bananier, des pitayas, mais pas du blanc. Il faut vraiment aller sur des couleurs. Parce qu'en fait, le blanc, je pense que le marché commence déjà à être saturé, que ce soit ici ou à La Réunion. Donc plutôt aller sur des choix de couleurs un peu plus originales, avec une fructification qui est rapide. En 3 ans, pareil, tu as tes fruits. Bananier, je crois que j'ai dit aussi. Après, je ferai un verger aussi sur 3-4 ans en visie avec toutes les anodes, biriba, corosol, pomme cannelle, chérimol. Et puis sur une temporalité plus longue, il faut vraiment miser sur les classiques qui sont les fruitiers tropicaux, qui vont être le mangoustan, le ramboutan et le durian. Voilà, moi ce serait sur un petit verger où tu veux avoir de la diversification, ce serait ça. C'est-à-dire que tu as 3 temporalités, des choses qui donnent dans les 2 premières années, dans les 4-5 prochaines années et puis après dans les 10 ans. Ouais. Après, ce qu'il faut quand même bien regarder, c'est l'environnement. Il faut adapter quand même ses choix par rapport à son environnement. Nager contre le courant, ça paye pas. Donc, certains fruitiers vont quand même nécessiter des sols drainants. Ça, c'est quasiment c'est indispensable. Donc, si vous êtes déjà sur des sols qui sont lourds, là, le choix, il va être déjà plus limité. Il faut aussi de l'eau, il faut avoir un accès à l'eau, il ne faut pas le négliger ça. Mais après, voilà, oui, en effet, il y a des temporalités, donc c'est vrai qu'il y a des fruitiers comme tout ce qui va être banane, fruits de la passion, papaye, tout ça, ça va aller très très vite. Ananas, oui, tout ça, ça va très très vite. En plus, l'ananas, tu peux le mettre entre les pieds. Ça peut se caler. Tu peux essayer, c'est pas de l'agroforesterie parce que c'est pas ce qu'on pratique nous, mais clairement, oui, tu peux. Ça peut se caler. Et là, des lignes de pommes Yann, tu mets des fruitiers. Ouais, c'est vrai qu'à horizon 1 an, 2 ans, on a déjà là, des productions. La prod, on a de la prod. Et ensuite, il y a, en fonction, encore une fois, de son environnement, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est anonacé, qui va donner quand même assez rapidement des fruits de qualité. Par contre, ça sera quand même adapté à un circuit court, parce que ce sont des fruits qui voyagent mal, donc ça sera destiné à un marché local. Mais voilà, tout ce qui est pomme cannelle, chérimol, tout ça, c'est intéressant. En plus, avec un choix comme ça de plusieurs espèces, on peut avoir une période de fructification quasiment toute l'année. Entre de la pomme cannelle, du chérimol, du bériba, du cœur de bœuf, du corosol et tout ça, on a du fruit du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis sur les temporalités longues. Après, oui, alors après il y a du fruitier, c'est un investissement, que ce soit en temps. Sapote de mamé aussi. Ça va être des sapotacées qui vont prendre quand même assez de temps. Ça va être des garcinia. Achachaïrou. Ça par contre c'est une. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à Achachaïrou. Mais c'est une garcinia qui va par contre là une temporalité assez courte. C'est à horizon 5 ans là vous avez déjà des résultats et puis ce ne sont pas des gros arbres. Donc ça va on a une belle surprise sur la temps de fructification. Ça s'attendait un peu plus long et finalement c'est ça va assez vite. Bien sûr, Abiou, rentable très très rapide aussi. C'est un fruitier en 2 ans, 2-3 ans. Par contre, attention, hypersensible à la mouche des fruits, les oiseaux aussi en raffolent, donc ça reste quand même des vergers qu'il faudra protéger. Voilà. Après, si c'est juste pour... tout dépend du projet, si c'est pour de l'autonomie alimentaire, si c'est pour du business, si c'est pour créer une pépinière. Enfin, c'est vraiment... Il faut adapter en fait le projet à son environnement, à ton espace. Mais voilà, un petit peu sur la projection. Il y a plein de possibilités. Voilà, il faut juste avoir de l'eau et un sol qui s'y prête. Voilà, parce que c'est vrai que ces sols lourds... la motivation.
Ils sont compliqués. Et puis voilà, du travail, de la patience. Voilà, il faut pas. Un soutien aussi dans le couple ou dans la famille, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est assez chronophage. C'est important. Il faut savoir que tous ces projets-là, mine de rien, bon, hormis peut-être banane, fruit de la passion, papaye et ananas, mais sinon tout le reste. On part entre après ça dépend sur quelle base vous démarrez, mais si le terrain est vraiment en friche et tout ça, le temps de remettre tout ça un peu à niveau, de nourrir, regarder un peu les sols, les amender, commencer à organiser tout ça, planter. C'est déjà un an et demi déjà. Ouais, il se passe, vous aurez pas de résultat avant 4, 5, 6 ans dans le meilleur des cas, et vous serez en pleine production plutôt vers 8 ans, entre 8 et 10 ans. Voilà, donc il faut savoir que c'est des projets. Avec une temporalité. Avant d'avoir un retour sur investissement, il se passe 10 ans. Voilà, nous on est en 8e année ici. Avec une plantation qui s'est mise en place il y a 7 ans, 6 ans. Voilà, c'est ça, on a commencé à planter. Il nous a fallu 2 ans ici. En novembre, ça fera 9 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, oui, 17 novembre, voilà. Ça fera 9 ans. Ton anniversaire. Exactement. Mais bon, voilà, il a fallu nous 2 ans ici. Alors après aussi, ça dépend de la surface qu'on a l'intention de planter, de mettre en valeur. C'est sûr qu'1 ou 2 hectares, ça se fait beaucoup plus facilement qu'une 40aine d'hectares. Mais bon, il nous a fallu 2 ans pour remettre ici tout ça un peu à niveau, faire des accès, défricher, délimiter des parcelles et tout ça. Ensuite, on a commencé à planter en 2017. On a fait pas mal d'erreurs au départ, c'est normal parce que... On n'est pas du métier. Enfin, moi, je te connaissais pas encore. Non, on n'était pas du métier. Nous, on s'est vraiment improvisé, entre guillemets, autodidacte. Donc on a fait pas mal d'erreurs, c'est-à-dire qu'au début on a privilégié la quantité, on a planté, mais en sous-estimant l'importance de tout ce qui est quand même nourrissage et arrosage. Et protection. Surtout qu'on n'a pas eu, on a eu un mauvais timing entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'est pris 2 ans de Niño, de sécheresse. Très dur avec des incendies. Ouais, donc nous ici les périodes sèches, elles ont été en 2019 là, ou 2018. 2019 là, ça a été très très prononcé. On a eu en gros 4, 5, 6 mois quasiment sans flotte. Donc là, quand vous avez planté, quand vous avez des jeunes plants là et qu'il n'y a pas d'irrigation, vous n'avez pas anticipé le truc et tout ça, on a eu beaucoup de pertes. Ensuite, au début, on avait aussi tout ce qui est désherbage. Donc on a fait le choix, nous ici, de ne pas utiliser de produits chimiques, de désherbants et tout ça. Donc c'est du désherbage mécanique, donc des débroussailleuses, donc avec des employés qui ne faisaient pas forcément très attention. Donc on a eu beaucoup d'arbres qui ont été coupés à coups de débroussailleuses ou endommagés. Et là c'est pareil, des jeunes plants qui prennent des coups de débrousse, même si c'est que du fil, même s'il n'est pas coupé. Le cambium est tout abîmé. C'est fatal. Donc on a perdu, nous c'est simple, on a quand même perdu 1300 arbres en l'espace de 4-5 ans. Alors on en a planté beaucoup, on a encore quasiment 5000 arbres de planter, mais voilà, beaucoup d'erreurs, de pertes. Voilà. Aujourd'hui ça sera à refaire, on partirait sur une surface qui serait quand même beaucoup moins importante. On se concentrerait plutôt sur certains... Sur la diversité plutôt que sur des vergers, je pense. Ou sur, on en parlait sur des vergers beaucoup plus ciblés. On parle de vergers, mais par contre, voilà, on aurait moins de... Là, on a une 60aine de vergers. On aurait beaucoup moins de vergers parce qu'après, c'est toujours pareil. Chaque verger a un peu ses spécificités. Dans l'année, ça et puis il y a tout un travail qui est adapté, enfin qui est nécessaire pour chaque verger. Spécifique, voilà. Et donc, bon, on n'en finit pas, quoi. On n'en finit pas. Et puis après, c'est toujours la même problématique. C'est si vous êtes tout seul. Pour faire le boulot, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Tout dépend. Si tu as 1 hectare, oui. Si oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Nous, on était partis avec, comment dire, dans l'idée, donc pour pouvoir utiliser au mieux tout cet espace. Et on s'était dit, bon, on va quand même trouver des employés, des gens qui vont quand même nous donner la main, qui vont apporter des compétences et tout ça. Très compliqué, très compliqué. Ça reste des projets où vous êtes quand même seul. Il faut quand même le dire. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. C'est pas la première fois que je le dis, mais il faut adapter le projet à sa mesure. Voilà. Et donc, pas se lancer trop haut. Si vous êtes seul ou à deux, vous partez sur 2 hectares, ça suffit amplement. Ça vous empêche pas d'avoir 1 ou 2 petits vergers rentables, bien adaptés, bien tenus, bien rentables. Et puis voilà, et ça suffit amplement.
Ben voilà, on a fait le tour de vos questions. On a été assez concis. Il n'y avait pas plus de questions? C'est pas mal déjà. Ouais, d'accord, ok. Donc ben voilà, en tout cas, on vous remercie de nous suivre. Notre chaîne a plus de 4000 abonnés maintenant. Mais voilà, on serait ravis de passer la barre des 5000 plus rapidement. Il y a Jared, Weird Food Explorer, qui a fait une vidéo sur le gingembre où Vincent apparaît dedans parce qu'il est venu nous visiter avec Steven Murray en mars l'année dernière, mars 2023. Donc ils ont fait pas mal de vidéos, donc peut-être que ça va commencer à sortir. Donc c'est en anglais, mais ils sont tellement adorables que c'est cool. On avait fait découvrir ces gingembres un peu rares, la Nishiki Panga, tout ça. Voilà, c'est vrai qu'ils avaient bien apprécié. Carrément. Donc voilà, donc nous on continue bon an mal an. Voilà, on attend. Projet, on est un peu dans une situation attentiste qui n'est pas très confortable, ni intellectuellement, ni psychologiquement, ni économiquement. Voilà, on essaye de tenir. On n'a pas trop le choix, mais bon voilà, on croise les doigts pour que cette situation évolue positivement. Qu'on arrive à voir quelque chose se dessiner, quoi, parce que ça c'est vraiment compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, activer la petite cloche. Maintenant, on va le dire à chaque fois. On n'est pas trop client de ce type de façon de fonctionner, mais vraisemblablement ça marche. Donc on vous dit à tout vite. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dessous. Et puis nous, on y répond ou on fera une autre fois aux questions si le format vous a plu. Carrément. Allez, salut les Fruit Addicts. Ciao.